Avez-vous déjà pensé à ce qu'un simple billet de train pouvait signifier pour une famille entière? Février 1957, dans le sud de la France, un père de famille se tient sur le quai d'une petite gare, tenant dans ses mains un billet pour le Nord. Autour de lui, sa femme et ses 2 enfants essaient de sourire pour une photo, sans savoir qu'ils sont en train de dire adieu pour toujours. Mais ce que personne ne savait alors, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, une lettre scellée attendait d'être ouverte, et qu'elle changerait à jamais la mémoire de cette famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels, sur le courage, le sacrifice et l'amour qui survit même à l'absence. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela m'aide énormément à faire connaître ces histoires humaines et à préserver la mémoire de ceux dont on ne parle plus. Cette photographie montre un homme de 36 ans tenant un billet de train dans ses mains tremblantes, souriant à côté de sa femme et de ses 2 enfants. Ce que personne ne savait ce jour-là, c'est que cette image allait devenir le dernier souvenir d'une famille unie. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cet homme sourit, alors qu'il sait déjà qu'il ne reviendra peut-être jamais. C'est l'histoire d'Henri Delmas, un père qui a sacrifié sa vie entière pour sauver celle de ses enfants. Et tout a commencé sur un quai de gare, un matin de février 1957. La photographie a été retrouvée dans une vieille malle en bois, 60 ans après avoir été prise, dans la petite ville de Saint-Laurent-du-Maroni, au sud de la France. Les archives municipales de cette époque confirment qu'en 1957, la gare locale voyait partir en moyenne 40 familles chaque mois, toutes fuyant la misère des campagnes pour chercher du travail dans le nord industriel. Mais cette photo en particulier raconte une histoire différente des autres. Regardez bien l'image. Henri tient ce billet de train comme s'il tenait son propre cœur entre ses mains. Sa femme Louise se force à sourire, mais ses yeux rouges trahissent une nuit entière passée à pleurer. Le petit Pierre, 8 ans, tire la manche de son père, voulant poser une question qu'il n'ose pas formuler. Et Claire, 5 ans, joue avec sa poupée en tissu, inconsciente que dans quelques minutes, elle embrassera son père pour la dernière fois de sa vie. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette photographie, quelque chose que personne n'a remarqué pendant des décennies. Le photographe itinérant qui a capturé cette image, Monsieur Gaston Mercier, racontait dans ses mémoires retrouvées en 1989 qu'il se souvenait parfaitement de ce jour-là. Il écrivait que lorsqu'il a proposé à Henri de prendre la photo pour porter chance, l'homme avait hésité. Pas par superstition, mais parce qu'il savait déjà quelque chose que sa famille ignorait encore. Henri Delmas venait de recevoir une lettre 3 jours auparavant. Une lettre qui changerait tout. Une lettre qu'il avait cachée dans la poche intérieure de sa veste, juste à côté de son cœur. Les documents familiaux préservés par Claire des décennies plus tard révèlent que cette lettre venait des mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Elle disait simplement que les conditions de travail étaient encore plus dangereuses que ce qu'on racontait, que les hommes mouraient chaque semaine dans des accidents non déclarés, que plusieurs travailleurs du sud de la France avaient déjà disparu sans laisser de traces. Henri savait qu'il partait peut-être vers sa mort, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix, parce que 6 mois plus tôt, quelque chose de terrible s'était produit dans la petite ferme familiale de Gers où Henri avait grandi. Quelque chose qui l'avait forcé à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Et pour comprendre pourquoi un homme accepterait de mourir loin de sa famille, il faut revenir en arrière, à l'automne 1956, quand Henri croyait encore aux fins heureuses. À cette époque, Henri Delmas était un petit agriculteur comme des milliers d'autres dans le sud de la France. Il cultivait du blé et des vignes sur une terre que sa famille possédait depuis 3 générations. Il se levait avant l'aube, travaillait jusqu'à la nuit tombée, et rentrait chez lui avec les mains pleines de terre et le cœur plein d'espoir. Louise l'attendait toujours avec le dîner chaud, et les enfants couraient vers lui dès qu'ils entendèrent ses pas sur le chemin de pierre. C'était une vie simple, mais c'était leur vie. Puis la mécanisation agricole est arrivée comme une tempête.
Les recensements officiels de l'époque montrent qu'entre 1954 et 1957, plus de 60% des petites exploitations de la région de Gers ont fait faillite. Les grandes machines remplaçaient les hommes et les prix du blé s'effondraient chaque mois. Henri avait emprunté de l'argent pour acheter de nouvelles semences, croyant que l'année suivante serait meilleure. Mais l'année suivante avait été pire encore. Un matin d'octobre 1956, 2 hommes en costume noir sont venus frapper à la porte de la ferme. Ils représentèrent la banque. Ils ont annoncé à Henri que ses dettes dépassaient maintenant la valeur de toute sa propriété, qu'il avait 3 mois pour rembourser, ou la famille perdrait tout. La maison, les terres, les vignes que le grand-père d'Henri avait plantées de ses propres mains. Henri s'est assis à la table de la cuisine après leur départ et n'a rien dit pendant des heures. Louise l'a regardé, sachant déjà que leur vie venait de basculer. Cette nuit-là, pour la première fois de leur mariage, Henri a pleuré devant elle. Mais ce qui brisait le cœur d'Henri n'était pas la perte de sa terre. C'était quelque chose de bien plus terrible. Quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Louise toussait depuis plusieurs mois. Une toux sèche qui la réveillait la nuit et laissait des traces de sang sur son mouchoir le matin. Le médecin du village avait confirmé ce qu'Henri redoutait. Une tuberculose latente, la maladie qui tuait encore des milliers de personnes dans les campagnes françaises chaque année. Les registres médicaux de l'époque révèlent que dans les zones rurales pauvres, le taux de mortalité par tuberculose atteignait 15% sans traitement approprié. Le traitement coûtait une fortune, plus que tout ce qu'Henri possédait. Et avec les dettes qui s'accumulaient, il savait qu'il ne pourrait jamais payer à la fois la banque et les médicaments qui pourraient sauver sa femme. C'est à ce moment-là qu'Henri a pris la décision qui hanterait le reste de sa courte vie. Il allait partir dans le nord, travailler dans les mines de charbon où les salaires étaient meilleurs, envoyer chaque franc gagné à Louise, et revenir seulement quand il aurait assez d'argent pour tout réparer. Pour sauver sa femme, pour garder leur maison, pour offrir un avenir à ses enfants. C'était un plan désespéré d'un homme désespéré, et au fond de son cœur, Henri savait déjà qu'il ne fonctionnerait probablement pas. Mais avant qu'Henri ne parte, il devait faire face à quelque chose de plus difficile encore que de quitter sa terre. Il devait annoncer à ses enfants que leur père allait disparaître pendant des mois, peut-être des années. Un soir de décembre 1956, après que les enfants se soient couchés, Henri et Louise sont restés assis dans la cuisine, éclairés seulement par la faible lueur d'une lampe à pétrole. Les lettres de la banque étaient étalées sur la table entre eux, comme des accusations silencieuses. Louise toussait doucement, essayant de ne pas réveiller les enfants, et chaque toux semblait arracher un morceau du cœur d'Henri. Louise lui a pris la main et a dit doucement qu'elle comprenait. Qu'elle resterait ici avec les enfants, que tout irait bien, mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient qu'elle avait peur, peur de rester seule, peur que la maladie empire, peur qu'Henri ne revienne jamais. Les carnets intimes que Claire découvrirait des décennies plus tard révèlent que cette nuit-là, Louise avait écrit une phrase qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. « Je l'aime, mais je lui en veux de partir. » Henri a essayé de lui expliquer qu'il enverrait de l'argent chaque semaine, que dans 6 mois, peut-être 1 an au maximum, il reviendrait avec assez d'économies pour tout rembourser, pour acheter les médicaments, pour recommencer. Mais tous les deux savaient qu'il mentait. Les statistiques de migration de cette époque montrent que moins de 30% des hommes partis vers les mines du Nord revenaient dans leur famille dans les 3 premières années. Le matin suivant, Henri s'est réveillé avant l'aube pour la dernière fois dans sa propre maison. Il est allé dans la chambre où Pierre et Claire dormaient encore, leurs petits corps recroquevillés sous les couvertures usées. Il les a regardés pendant de longues minutes, essayant de graver leur visage dans sa mémoire. Pierre, 8 ans, qui voulait toujours aider son père dans les champs même quand il était trop petit pour porter les outils. Claire, 5 ans, qui collectionnait les fleurs sauvages et les donnait à sa mère en disant qu'elles avaient des pouvoirs magiques de guérison. Henri savait qu'en partant, il brisait quelque chose d'irréparable en eux. Mais ce qu'Henri ne savait pas encore, c'est que son fils Pierre avait tout entendu la nuit précédente. Le petit garçon était resté éveillé, collé contre la porte de la cuisine,
écoutant ses parents chuchoter dans l'obscurité. Il avait entendu les sanglots étouffés de sa mère. Il avait entendu son père parler des dettes, de la maladie, du départ nécessaire. Et quelque chose s'était brisé dans le cœur de Pierre cette nuit-là. Quelque chose qui ne guérirait jamais complètement. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Henri continuait à travailler dans les champs, mais tout le monde dans la maison savait que chaque jour les rapprochait de la séparation. Louise préparait les repas comme d'habitude, mais elle ne mangeait presque rien. Pierre suivait son père partout, silencieux, comme s'il essayait de mémoriser chaque geste, chaque mot. Et Claire, trop jeune pour comprendre vraiment, sentait quand même que quelque chose de terrible approchait. Un après-midi de janvier 1957, Henri a reçu une réponse à sa lettre aux mines de charbon de Linz. Les archives syndicales de l'époque conservent encore aujourd'hui ces lettres standardisées envoyées par milliers. Elles promettèrent du travail immédiat, un salaire décent, un logement dans les baraquements. Elles ne mentionnaient jamais les dangers. Elles ne parlaient jamais des hommes qui mouraient sous terre, loin de leur famille, enterrés dans des fosses communes sans même une pierre tombale avec leur nom. Henri a signé le contrat sans hésiter. Il avait besoin d'y croire. Il avait besoin de croire qu'il faisait le bon choix, que c'était le seul choix. Le jour du départ a été fixé au 15 février 1957. Henri passerait d'abord par Lille, puis serait affecté à une mine dans la région de Laon ou Liévin. La distance entre Saint-Laurent-du-Maroni et le Nord-Pas-de-Calais était d'environ 1000 kilomètres. À cette époque, c'était comme partir pour un autre monde. La veille du départ, Henri a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a emmené Pierre seul, loin de la maison, jusqu'au sommet de la colline qui surplombait leur champ. Le garçon marchait en silence à côté de son père, et Henri sentait le poids du ressentiment dans ce silence. Ils se sont assis sur un rocher, regardant le soleil descendre lentement derrière les vignes. Henri a essayé de trouver les mots justes pour expliquer à son fils pourquoi un père abandonne ses enfants. Mais il n'y a pas de mots justes pour une telle chose. Alors il a simplement dit la vérité, qu'il partait pour sauver leur mère, que sans cet argent, Louise mourrait avant l'été, que c'était la seule façon de garder leur famille en vie. Pierre n'a rien répondu. Il a simplement continué à regarder l'horizon, les poings serrés sur ses genoux. Et Henri a compris à ce moment-là que son fils ne lui pardonnerait peut-être jamais. Cette nuit-là, Louise a sorti une chemise propre pour Henri, celle qu'il gardait pour les occasions spéciales. Elle y a cousu un bouton qui était tombé, ses mains tremblant légèrement. Henri l'a regardé travailler dans la lumière faible, et il a réalisé qu'il ne savait même pas comment lui dire au revoir. À 3 heures du matin, incapable de dormir, Henri est sorti dans la cour. Le ciel était couvert d'étoiles, et l'air sentait la terre humide et les vignes endormies. Il a pensé à son père, mort 10 ans plus tôt, qui avait travaillé cette terre toute sa vie sans jamais la quitter. Il s'est demandé ce que l'ancien aurait pensé de voir son fils tout abandonné. Puis il a pensé à quelque chose qui lui glaça le sang. Et si les mines étaient encore plus dangereuses que ce qu'on racontait? Et si ces lettres anonymes qu'il avait reçues disaient la vérité? Des hommes du village voisin étaient départis vers le nord 3 ans auparavant et n'avaient plus jamais donné de nouvelles. Leur famille avait reçu des lettres officielles disant simplement qu'ils avaient abandonné leur poste, mais personne ne les avait jamais revus. Henri est rentré dans la maison et a ouvert le tiroir où il gardait les quelques documents importants de la famille. Il y a glissé une enveloppe scellée avec une lettre à l'intérieur. Une lettre que Louise ne devrait ouvrir que si 6 mois passaient sans nouvelles de lui. Une lettre qui expliquait tout. Où se trouvait l'acte de propriété? Comment contacter son frère dans le Nord? Comment vendre la terre si c'était nécessaire? C'était une lettre d'adieu écrite par un homme qui pressentait déjà son destin. Le 15 février 1957 est arrivé trop vite. Henri s'est levé avant l'aube, comme tous les matins, mais cette fois ses mains tremblaient en boutonnant sa chemise. Louise était déjà réveillée, assise dans la cuisine, fixant le vide. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Sa toux avait été particulièrement mauvaise, laissant des traces de sang sur le mouchoir qu'elle cachait rapidement quand Henri entrait dans la pièce. Les enfants se sont réveillés 1 heure plus tard. Claire a couru vers son père comme tous les matins,
mais s'est arrêtée net en voyant la petite valise près de la porte. Elle a regardé sa mère, puis son père, et quelque chose dans leur visage lui a fait comprendre. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle ne comprenait pas encore vraiment. Pierre, lui, est resté dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Il n'a pas couru vers son père. Il n'a rien dit. Il a simplement regardé cet homme qui allait les abandonner, et dans ce regard, Henri a vu tout le ressentiment qu'un fils peut avoir pour un père qui choisit de partir. Le trajet jusqu'à la gare a duré 20 minutes à pied. C'était une matinée froide de février, et le ciel était d'un gris métallique qui semblait peser sur leurs épaules. Louise marchait à côté d'Henri, tenant fermement la main de Claire. Pierre suivait derrière, les mains dans les poches, refusant de marcher près de son père. Sur la route, ils ont croisé Madame Rousseau, leur voisine, qui rentrait du marché. Elle a regardé la petite valise d'Henri et a compris immédiatement. Elle a posé sa main sur le bras de Louise et a dit simplement qu'elle passerait tous les jours voir si elle avait besoin de quelque chose. Les archives locales de cette époque témoignent de cette solidarité discrète entre femmes du village, qui formaient des réseaux d'entraide quand les hommes partaient vers le nord. Mais cette gentillesse n'a fait qu'empirer la douleur de Louise, parce qu'elle signifiait que tout le monde savait, que tout le monde voyait qu'elle allait rester seule avec 2 enfants, une santé fragile et des dettes qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Quand ils sont arrivés à la gare, il y avait déjà une dizaine d'autres familles sur le quai, d'autres hommes qui partaient, d'autres femmes qui retenaient leurs larmes, d'autres enfants qui ne comprenaient pas pourquoi papa montait dans ce train. La gare de Saint-Laurent-du-Maroni enregistrait à cette époque une moyenne de 40 départs par mois, tous vers le nord, tous fuyant la misère rurale pour une misère différente, mais avec au moins l'espoir d'un salaire. Henri a acheté son billet au guichet, un aller simple pour Lille, pas d'aller-retour, parce qu'il ne savait pas quand il pourrait revenir, ou s'il reviendrait. C'est à ce moment-là que M. Gaston Mercier, le photographe itinérant, s'est approché. C'était un vieil homme aux cheveux blancs qui venait dans la région 2 fois par an, installant son appareil photo près de la gare pour immortaliser les départs et les retours. Ses mémoires retrouvées des années plus tard décrivent cette matinée avec une précision troublante. Il a proposé à Henri de prendre une photo de la famille, pour porter chance, pour garder un souvenir. Henri a d'abord refusé, mais Louise a insisté doucement. Elle voulait que les enfants aient une image de leur père, quelque chose de concret à regarder quand il serait parti. Henri a accepté. Il s'est placé au centre, tenant son billet de train dans la main droite. Louise s'est mise à sa gauche, forçant un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Claire s'est accrochée à la jupe de sa mère, sa poupée en tissu serrée contre sa poitrine. Et Pierre s'est tenu à droite de son père, raide, les bras le long du corps, refusant de sourire. Monsieur Mercier a ajusté son appareil. Il a demandé à tout le monde de regarder vers lui. Mais juste avant de déclencher l'obturateur, quelque chose s'est passé. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Henri s'est penché vers Pierre. Il a posé sa main sur l'épaule de son fils. Et il a chuchoté quelque chose à son oreille. Des mots que personne d'autre n'a entendus. Des mots qui hanteraient Pierre pendant les 13 années suivantes, jusqu'à ce qu'il en comprenne finalement le vrai sens. Henri a dit « Prends soin de maman et de Claire. Tu es l'homme de la maison maintenant. Je reviendrai quand les fleurs pousseront de nouveau. » Pierre a levé les yeux vers son père, surpris. Et pour la première fois depuis des semaines, son visage dur s'est adouci légèrement. Pas un sourire, mais quelque chose comme une acceptation. Une compréhension qu'à 8 ans, il était maintenant responsable de protéger ce qui restait de leur famille. C'est ce moment exact que M. Mercier a capturé. Le clic de l'appareil photo a figé cet instant pour l'éternité. Henri tenant son billet comme s'il tenait son propre destin. Louise souriant à travers sa douleur. Claire innocente et inconsciente. Et Pierre, regardant son père avec un mélange de colère, de peur et de quelque chose qui ressemblait à du pardon. Le train a sifflé. Henri a payé le photographe et a glissé la promesse de recevoir la photo par courrier dans quelques semaines. Puis il a embrassé Louise longuement, sentant son corps trembler contre le sien. Il a soulevé Claire dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux une dernière fois. Et il a serré la main de Pierre,
homme à homme, transmettant silencieusement un fardeau trop lourd pour un enfant. Quand Henri est monté dans le train, Louise a finalement laissé échapper un sanglot qu'elle retenait depuis des semaines. Pierre a pris la main de sa mère et celle de sa sœur, exactement comme son père le lui avait demandé. Le train a commencé à bouger lentement, et Henri a regardé par la fenêtre, gravant dans sa mémoire les 3 visages qui étaient toute sa vie. Le train a disparu au bout du quai, emportant avec lui un homme qui ne reverrait jamais sa famille. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Louise se réveillait la nuit, tendant instinctivement la main vers le côté vide du lit. Les enfants demandaient quand papa reviendrait, et elle ne savait pas quoi répondre. La maison semblait plus grande, plus froide, plus silencieuse sans la présence d'Henri, mais Louise était plus forte qu'elle ne le croyait. Elle a commencé à s'occuper seule de la petite propriété, apprenant à réparer la charrue cassée, à tailler les vignes, à gérer les quelques poules et le potager qui les gardaient en vie. Madame Rousseau venait effectivement tous les jours, apportant parfois un peu de pain, parfois juste sa présence. D'autres femmes du village aussi, discrètement, formant un réseau silencieux de survie. Pierre a changé du jour au lendemain. Le petit garçon espiègle est devenu sérieux, presque adulte. Il se levait avant l'école pour aider sa mère, portait de l'eau du puits, surveillait sa petite sœur. À 8 ans, il avait déjà les yeux d'un homme qui a vu trop tôt le poids du monde. 3 semaines après le départ d'Henri, la photo est arrivée par courrier. Louise l'a regardée pendant des heures, assise à la table de la cuisine, touchant délicatement le visage de son mari à travers le papier glacé. Puis, elle l'a encadré avec un cadre bon marché et l'a accroché au mur de la cuisine, là où elle pourrait la voir chaque jour. La première lettre d'Henri est arrivée 6 jours après la photo. Une courte lettre maladroitement écrite, les mots tracés péniblement par un homme qui n'avait jamais été bon avec les lettres. Les archives familiales conservées par Claire montrent le contenu exact. Je suis bien arrivé. Le travail est dur, mais le salaire est bon. Je vous envoie 200 francs. Achetez des chaussures pour Pierre et des médicaments pour toi. Je pense à vous tous les jours. Henri. L'enveloppe contenait effectivement 200 francs, soigneusement pliés. Louise a pleuré en les tenant dans ses mains. Pas de joie, mais de quelque chose de plus compliqué. La preuve qu'Henri pensait à eux. La preuve aussi qu'il était vraiment parti, que ce n'était pas un cauchemar dont elle allait se réveiller. Les lettres ont continué à arriver régulièrement pendant les mois suivants. Chaque lettre était courte, maladroite, mais contenait toujours un peu d'argent. Henri décrivait la vie dans les mines avec des mots simples. Le froid qui pénétrait les os, les tunnels sombres qui semblaient sans fin, les autres mineurs venus comme lui du sud, qui partageaient du pain noir et des souvenirs de soleil. Mais quelque chose a changé au début de l'année 1959. Les lettres d'Henri sont devenues plus espacées, plus courtes. Comme si écrire lui demandait un effort qu'il ne pouvait plus fournir. La dernière lettre qu'ils ont reçue était datée du 8 mars 1959. Elle disait simplement « Le travail devient plus dur. Il y a eu des problèmes dans les tunnels. Je vous aime tous. Henri. » Puis plus rien. Louise a attendu 1 semaine, puis 2, puis 1 mois entier. Elle allait au bureau de poste chaque jour, demandant s'il y avait du courrier pour Madame Delmas. Chaque jour, le postier secouait tristement la tête. Et chaque jour, Louise rentrait chez elle avec un peu moins d'espoir dans le cœur. Pierre voyait sa mère se décomposer lentement. Elle ne mangeait presque plus. Sa toux empirait chaque semaine. La nuit, il l'entendait pleurer doucement dans sa chambre, essayant de ne pas réveiller les enfants. À 10 ans maintenant, Pierre comprenait ce que son père avait voulu dire ce jour-là à la gare. Il était l'homme de la maison, et il devait être fort même quand il voulait pleurer lui aussi. Louise a finalement décidé d'écrire aux mines de Lens. Elle a dicté la lettre au curé du village, parce que son français écrit n'était pas assez bon pour une correspondance officielle. Elle expliquait qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son mari depuis mars, qu'elle était inquiète, qu'elle avait 2 jeunes enfants, qu'elle avait besoin de savoir ce qui s'était passé. La réponse est arrivée 6 semaines plus tard. Une lettre officielle sur papier a en tête de la Compagnie des mines du Nord, Pas-de-Calais. Le texte était froid,
administratif, dénué de toute compassion. Les documents syndicaux de l'époque conservent des copies de ces lettres standardisées qui ont détruit des centaines de familles. La lettre informait Madame Delmas que M. Henri Delmas avait quitté son poste de travail sans préavis au début du mois d'avril 1959, qu'il avait abandonné son logement dans les baraquements, qu'il n'avait laissé aucune adresse de contact. La compagnie considérait donc le contrat rompu et déclinait toute responsabilité concernant sa disparition. Louise a lu cette lettre 3 fois avant de comprendre ce qu'elle signifiait vraiment. Il disait qu'Henri était parti, qu'il les avait abandonnés, qu'il avait choisi de disparaître sans laisser de traces. Mais Louise ne pouvait pas y croire. Elle connaissait Henri. Elle connaissait son cœur. Il ne serait jamais parti volontairement. Quelque chose de terrible avait dû se passer. Quelque chose que la compagnie ne voulait pas admettre. Elle a écrit au syndicat des mineurs, aux autorités locales de Lens, à la préfecture, à tous ceux qui pourraient avoir des informations. Mais la France de 1959 était plongée dans le chaos de la guerre d'Algérie. Les grèves paralysaient les mines. Le gouvernement fermait les yeux sur les accidents qui tuaient des dizaines d'hommes chaque mois. Un mineur disparu du sud de la France n'intéressait personne. Les réponses qu'elle recevait, quand elle en recevait, étaient toutes les mêmes. Aucune information disponible. Aucun accident signalé impliquant Henri Delmas. Aucune trace de son passage après mars 1959. Comme s'il s'était évaporé dans les tunnels sombres du Nord et n'avait jamais existé. Les mois sont devenus des années. Louise a continué à travailler la petite propriété avec l'aide de Pierre, maintenant adolescent. Ils ont réussi à garder la maison en vendant progressivement des parcelles de terre. Claire grandissait, devenant une jeune fille qui connaissait son père uniquement à travers les histoires que sa mère racontait et cette photographie accrochée au mur de la cuisine. Louise ne s'est jamais remariée. Elle ne voulait pas. Quelque part au fond d'elle-même, elle gardait l'espoir impossible qu'un jour, elle entendrait des pas familiers sur le chemin de Pierre. Camiri ouvrirait la porte en souriant, expliquant qu'il y avait eu une terrible erreur, que tout allait redevenir comme avant. Cet espoir l'a gardée en vie pendant 15 ans, mais il l'a aussi empêchée de guérir vraiment. En 1970, Pierre avait 21 ans. Il travaillait maintenant comme ouvrier ferroviaire dans une gare à 100 km de Saint-Laurent-du-Maroni. C'était un homme sérieux, taciturne, qui parlait peu et souriait encore moins. Les responsabilités trop lourdes de son enfance avaient laissé des cicatrices invisibles, mais profondes. Un jour d'octobre, pendant sa pause déjeuner, Pierre s'est assis à côté d'un vieil homme à la cantine de la gare. L'homme avait les mains abîmées et le dos voûté de quelqu'un qui a passé sa vie à travailler sous terre. Ils ont commencé à parler, comme font les travailleurs entre eux, partageant des histoires de leur vie. Le vieil homme s'appelait Lucien Bernard. Il avait travaillé pendant 30 ans dans les mines de Liévin, avant qu'une explosion ne lui broie la jambe, le forçant à prendre sa retraite anticipée. Il racontait ses souvenirs avec une voix fatiguée, évoquant les camarades morts dans les tunnels, les accidents qu'on cachait, les corps qu'on ne retrouvait jamais. Et puis, presque par hasard, il a mentionné un homme qu'il appelait Henri du Sud, un jeune gars du sud de la France qui travaillait dans le même tunnel que lui en 1959. Un type gentil qui parlait toujours de sa famille et montrait avec fierté une photographie de sa femme et de ses enfants, disant qu'il reviendrait quand les fleurs pousseraient de nouveau. Pierre a figé. Son cœur s'est arrêté. Il a demandé à Lucien de décrire cet homme. L'âge, l'apparence physique, la région d'où il venait. Chaque détail correspondait. C'était son père. Lucien a continué son histoire, inconscient du tremblement dans la voix de Pierre. Il a raconté qu'en mars 1959, il y avait eu un effondrement dans les tunnels de la mine numéro 3 de Liévin. Un effondrement pendant le quart de nuit. 7 hommes étaient morts sur le coup. 3 autres avaient été ensevelis dans les décombres et n'avaient jamais été retrouvés. Les registres officiels de l'époque, consultables aujourd'hui dans les archives syndicales, confirment cet accident qui a été minimisé par la compagnie pour éviter une enquête. Lucien se souvenait que Henri du Sud faisait partie de l'équipe de nuit ce soir-là,
Il se souvenait aussi qu'après l'accident, quand les survivants avaient demandé où étaient les corps des disparus, la compagnie avait simplement scellé cette section de la mine et déclaré les hommes comme ayant abandonné leur poste. C'était plus simple ainsi. Pas de compensation à payer aux familles, pas de scandale, pas d'enquête. Juste des hommes qui avaient décidé de partir un jour et n'étaient jamais revenus. Le journal La Voix du Nord de mars 1959 mentionne effectivement un incident dans les mines de Liévin, mais les noms des victimes n'ont jamais été publiés officiellement. Pierre est resté silencieux pendant un long moment après que Lucien ait fini de parler. Toutes ces années où sa mère avait espéré. Toutes ces années où il avait porté cette colère contre un père qu'il pensait les avoir abandonnés. Et la vérité était là, simple et terrible. Henri n'était jamais parti. Henri était mort en essayant de les sauver. Pierre a remercié Lucien et a quitté la cantine. Il est allé directement voir son supérieur et a demandé 3 jours de congé. Puis il a pris le premier train vers le nord, vers Liévin. Vers l'endroit où son père était mort 13 ans auparavant sans que personne ne sache même son nom. Le voyage jusqu'à Liévin a duré toute une journée. Pierre regardait par la fenêtre du train, voyant défiler le même paysage que son père avait vu 13 ans plus tôt. Les mêmes villages, les mêmes champs. Mais pour Henri, c'était un voyage vers l'espoir. Pour Pierre, c'était un pèlerinage vers la vérité. Quand le train est arrivé à Liévin, Pierre a été frappé par la noirceur de tout. Les bâtiments couverts de suie, les rues où même en plein jour, une poussière de charbon flottait dans l'air. Les visages des mineurs qui rentrèrent de leur car, les yeux creusés par la fatigue, et quelque chose de plus profond. C'était dans ce monde sombre que son père avait passé les derniers mois de sa vie. Pierre a demandé son chemin jusqu'au cimetière des mineurs. Un vieil homme lui a indiqué la direction, ajoutant simplement qu'il trouverait ce qu'il cherchait dans la section des disparus. Tout au fond, le cimetière était petit, mal entretenu, avec des pierres tombales penchées et des noms effacés par le temps. Pierre a marché entre les rangées, lisant les inscriptions. Des hommes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, tous morts, sous terre, loin de leur famille, pour gagner quelques francs de plus par jour. Au fond du cimetière, il a trouvé ce qu'il cherchait. Une grande pierre tombale collective, simple, sans ornement. L'inscription était sobre et terrible dans sa simplicité. Aux mineurs disparus, mars 1959. Pas de nom, pas de date de naissance, pas de mention de famille laissée derrière, juste cette reconnaissance minimale que des hommes étaient morts ici et que personne n'avait pris la peine de les identifier. Pierre s'est agenouillé devant la pierre. Il a sorti de sa veste la photographie de 1957, celle qui était accrochée dans la cuisine de sa mère depuis 13 ans. Il l'a regardée longuement, son père tenant ce billet de train, sa mère souriant à travers sa douleur, Claire innocente, et lui-même, 8 ans, avec ses yeux durs qui ne pardonnaient pas. C'est seulement maintenant, à 21 ans, agenouillé devant la tombe anonyme de son père, que Pierre a finalement compris ce qu'Henri lui avait chuchoté ce jour-là à la gare. « Prends soin de maman et de Claire. Tu es l'homme de la maison maintenant. Je reviendrai quand les fleurs pousseront de nouveau. » Ce n'était pas un abandon, c'était une transmission. Henri savait qu'il risquait de ne jamais revenir, mais il devait partir quand même, parce que c'était la seule façon de sauver sa famille. Et en partant, il avait confié à son fils la responsabilité de protéger ce qui comptait le plus au monde. Les larmes que Pierre avait retenues pendant 13 ans ont finalement coulé. Il a pleuré pour son père qui était mort seul dans le noir. Il a pleuré pour sa mère qui avait attendu toutes ces années sans savoir. Il a pleuré pour la colère injuste qu'il avait portée contre un homme qui ne méritait que son respect. Il a placé délicatement la photographie contre la pierre tombale, la maintenant avec une petite pierre pour qu'elle ne s'envole pas. C'était un geste symbolique, impossible, absurde même, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire, ramener son père, d'une certaine manière, auprès de sa famille. Pierre est rentré à Saint-Laurent-du-Maroni le lendemain. Il savait qu'il devait dire la vérité à sa mère. Mais une partie de lui se demandait si c'était vraiment un cadeau
ou une cruauté de détruire l'espoir qui la gardait en vie. Quand il est arrivé à la maison, Louise était dans le jardin, soignant les plants de tomates. Elle s'est retournée en entendant les pas de son fils, et quelque chose dans son visage lui a fait comprendre immédiatement qu'il apportait des nouvelles. Des nouvelles qu'elle attendait depuis 11 ans. Pierre lui a raconté tout. Sa rencontre avec Lucien Bernard, l'accident de mars 1959, le corps jamais retrouvé, la tombe collective à Liévin. Louise a écouté en silence, ses mains agrippant le bord de la table de la cuisine, devant la photographie qui avait accroché là pendant toutes ces années. Quand Pierre a fini de parler, Louise n'a pas pleuré. Elle a simplement hoché la tête lentement, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même. Elle a dit doucement que maintenant, au moins, elle savait qu'Henri n'était pas parti, qu'il n'avait jamais voulu les abandonner, que jusqu'à son dernier souffle, il avait pensé à eux. Cette nuit-là, Louise est montée dans sa chambre et a ouvert le tiroir où elle gardait les lettres d'Henri. Elle les a relues toutes, une par une, touchant les mots maladroitement tracés. Puis elle a ouvert l'enveloppe scellée qu'Henri avait laissée avant de partir, celle qu'elle devait ouvrir seulement s'il disparaissait. La lettre disait simplement « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis pas revenu. Je veux que tu saches que chaque jour dans ces mines, je pensais à toi et aux enfants. C'était la seule chose qui me gardait en vie dans le noir. Dis à Pierre qu'il est un homme bien. Dis à Claire que je l'aime. Et toi, Louise, pardonne-moi d'être parti. C'était la seule façon que je connaissais pour vous sauver. Les archives familiales conservées par Claire contiennent encore aujourd'hui cette lettre, avec les traces de larmes qui ont brouillé l'encre. Louise a pleuré cette nuit-là. Mais c'était des larmes différentes de celles qu'elle avait versées pendant 11 ans. C'étaient des larmes de libération, de compréhension, d'une forme étrange de paix. Elle est morte 4 ans plus tard, en 1974, à 51 ans. La tuberculose qu'Henri avait essayé de soigner en partant l'avait finalement emportée. Mais dans ces derniers jours, elle a dit à Claire et à Pierre qu'elle était heureuse, parce qu'elle savait maintenant que Henri ne les avait jamais abandonnés. Que jusqu'à la fin, il avait été l'homme qu'elle avait aimé. Les années ont passé. Pierre s'est marié, a eu des enfants. Il est devenu un père attentif, présent, déterminé à ne jamais répéter l'histoire de sa propre enfance. Mais il n'a jamais oublié la leçon qu'Henri lui avait apprise ce jour-là à la gare. Qu'un homme se mesure non pas à où il meurt, mais à qui il protège pendant sa vie. Claire est devenue enseignante, comme sa mère l'avait espéré. Elle n'a jamais vraiment connu son père, mais elle a grandi avec ses histoires, et d'une certaine façon, ces histoires étaient devenues aussi réelles que des souvenirs. La photographie de 1957 est restée dans la famille. Après la mort de Louise, Claire l'a prise et l'a gardée dans sa maison. Elle l'a montrée à ses propres enfants, leur racontant l'histoire de leur grand-père qui était parti pour sauver sa famille et n'était jamais revenu. Des décennies plus tard, quand Pierre était devenu un vieil homme aux cheveux blancs, il a demandé à son petit-fils de l'accompagner quelque part. Le garçon, âgé de 15 ans, ne savait pas où ils allaient. Pierre ne lui a rien expliqué pendant tout le trajet. Ils sont allés à la vieille maison familiale à Saint-Laurent-du-Maroni, celle où Pierre avait grandi. Elle appartenait maintenant à quelqu'un d'autre, mais les nouveaux propriétaires les ont laissés entrer quand Pierre a expliqué. Dans la cuisine, au même endroit exact où elle avait été accrochée pendant toutes ces années, il y avait encore un clou dans le mur. Le clou où Louise avait accroché la photographie en 1957. Pierre a touché ce clou doucement, et son petit-fils a vu des larmes dans les yeux de son grand-père pour la première fois. Pierre a sorti de sa poche une enveloppe. À l'intérieur, il y avait la photographie originale, celle qu'il avait laissée à Liévin 13 ans auparavant, mais qu'un prêtre local avait récupérée et lui avait renvoyée, comprenant son importance. Le père Maurice Dubois, qui officiait à Liévin à cette époque, avait joint une note expliquant qu'il avait trouvé la photo et voulait la retourner à la famille. Pierre a montré la photo à son petit-fils. Il a montré l'homme tenant le billet de train. Il a expliqué qui était cet homme, ce qu'il avait fait, pourquoi il était parti,
comment il était mort. Et puis Pierre a dit quelque chose que son petit-fils n'a jamais oublié. Il a dit que cet homme, son arrière-grand-père, lui avait appris la leçon la plus importante de sa vie, qu'aimer, vraiment aimer, ce n'est pas toujours rester. Parfois, c'est avoir le courage de partir pour protéger ceux qu'on aime. Que la vraie force d'un homme ne se mesure pas à sa présence physique, mais aux valeurs qu'il transmet et aux sacrifices qu'il est prêt à faire. Le petit-fils a regardé la photographie avec un nouveau respect. Il voyait maintenant non pas simplement un vieux cliché en noir et blanc, mais un testament d'amour. Un homme qui avait tout donné pour sa famille. Une femme qui avait attendu avec une foi inébranlable. Des enfants qui avaient porté un fardeau trop lourd, trop jeune. Aujourd'hui, cette photographie est toujours dans la famille Delmas. Elle passe de génération en génération, portant avec elle une histoire de sacrifice et d'amour. Elle rappelle à chaque nouvelle génération que les choix difficiles sont souvent les plus importants, que la vie n'offre pas toujours de fins heureuses, mais qu'il y a une beauté dans le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est déchirant. Sur le dos de la photographie, de la main tremblante de Louise écrit en 1970 après avoir appris la vérité, il y a une simple phrase, pour Henri, qui est parti pour nous sauver et nous a appris ce que signifie vraiment aimer. Et quelque part, dans le petit cimetière de Liévin, une pierre tombale collective reste là, marquant l'endroit où des hommes sans nom sont morts pour leur famille. L'inscription reste la même, simple et terrible. Mais pour la famille Delmas, ce n'est plus une tombe anonyme. C'est l'endroit où Henri a donné sa vie pour que ses enfants aient une chance de vivre la leur. Les fleurs ont fini par pousser de nouveau. Pas comme Henri l'avait promis. Pas avec son retour. Mais à travers ses enfants, ses petits-enfants et toutes les générations qui suivront. Des fleurs de résilience, de courage et d'amour qui ne meurent jamais vraiment. Cette histoire fictionnelle inspirée de faits historiques nous rappelle qu'il existe des sacrifices silencieux que l'histoire oublie trop souvent. Henri n'était pas un héros au sens classique, mais un homme ordinaire qui a choisi l'amour plutôt que la peur, le devoir plutôt que le confort. Son absence a construit l'avenir de ceux qui l'aimaient. Preuve que parfois, partir est aussi un acte d'amour. Et vous, qu'est-ce que ce récit vous a fait ressentir ? Pensez-vous qu'un seul choix puisse changer le destin d'une famille ? Avez-vous déjà entendu dans votre propre famille une histoire de départ, de sacrifice ou de silence ? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires, pour que je sache que vous portez aussi en vous l'écho de ces vies oubliées. Dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo, et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents. Elle pourrait inspirer un prochain récit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir ressenti, réfléchi et honoré avec nous ces fragments du passé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez la cloche pour ne rien manquer, et cliquez sur le prochain épisode pour découvrir d'autres histoires humaines qui continuent de vivre à travers la mémoire collective.